En fait, nous avons eu l'occasion de parler de ce texte au mois de mai, dans le cadre de la conférence des africanistes qui est organisée chaque année au Canada, et cette année c'était à Saint-Catherine. Donc j'ai l'impression de me répéter parce que beaucoup de choses que je vais dire cet après-midi en fait ont été dites, même si aucune personne ici n'était présente à cette occasion. Alors, brièvement pour rester dans le temps, je commencerai par dire qu'on n'a peut-être plus besoin de présenter Achille Mbembe aux africanistes, car au cours des 20 dernières années, Achille Mbembe a laissé ses marques dans l'espace de production du savoir africaniste. Quoi qu'on puisse penser de sa production académique, de ses approches méthodologiques, de ses prises de position intellectuelles, au moins un fait doit lui être reconnu, c'est qu'Achille Mbembe est aujourd'hui, parmi les chercheurs nés en Afrique, et scolarisé juste après les indépendances, le chercheur africain francophone le plus lu, le plus discuté dans l'univers académique. Depuis la publication de son article qui a été déjà mentionné par Meredith Tereta, intitulé Provisional Notes on the Post-Colony, qui a été publié en 1992 dans la revue Africa, Mbembe s'est propulsé au cœur du débat africaniste, certes avec l'appui de quelques futurs collègues influents dans ce milieu. Certains étaient des anglophones, d'autres sont des francophones. Je ne vais pas tous les citer, je vais me contenter juste de relever quelques noms. Parmi les anglophones, vous avez John et Jean Komarov, le couple sud-africain blanc, qui enseigne aujourd'hui à Harvard. Arjun Appadurai, qui n'est pas africaniste, mais très connu dans le milieu de la recherche où l'on traite de la globalisation ou mondialisation. Paul Gilroy, qui aussi est anglophone, pas nécessairement africaniste, mais aussi très connu dans le milieu de la sociologie et des cultural studies. Du côté des francophones, les personnes qui ont été fortement actives pour propulser Achille Mbembe là où il se trouve aujourd'hui sont Jean-François Bayard de l'UEP de Paris, donc l'Institut d'études politiques de Paris, Bogumilkos qui vient de prendre sa retraite à l'Université Laval, tout dernièrement, vous avez Françoise Vergès qui enseigne à l'Université de Londres. On voit donc ici qu'Achille Mbembe est quelqu'un qui se positionne internationalement. Et l'élargissement du réseau d'endettement intellectuel de Mbembe s'explique sans doute par le décloisonnement de sa pensée critique. Nous avons connu Achille Mbembe comme historien, cela a déjà été dit. Nous l'avons connu comme africaniste, notamment à partir de ses premiers écrits qui datent d'entre la fin des années 1980 et les années 1990. Le premier ouvrage qu'Achille Mbembe a publié, c'est Les jeunes et l'ordre politique en Afrique. C'est un ouvrage qui, bien évidemment, discute. Ça tourne surtout autour, dans le milieu universitaire. Achille Mbembe s'est contenté d'interroger quelques étudiants sur le campus de Yaoundé et de leur poser la question de savoir ce qu'ils pensent du système politique en Afrique, quelle est leur position par rapport au système politique et leur politique en Afrique. Et bien évidemment, ce qui ressort de cet ouvrage, qui aujourd'hui est un peu daté, je dois le reconnaître, c'est le désenchantement de ces jeunesses africaines vis-à-vis de la politique. Et c'est peut-être une des raisons qui explique, lorsqu'on lit le travail d'Achille Mbembe, un de ses premiers textes publiés en français, qui reste encore aujourd'hui peut-être le texte le plus discuté en langue française, publié par Achille Mbembe, et qui s'intitule « Écrire l'Afrique à partir d'une faille ». C'est un article assez autobiographique dans lequel il se raconte lui-même, mais à la manière d'un Mantia Diawara, parce qu'il faut se rappeler que Mantia Diawara avait commis un ouvrage juste quelques mois avant, dans lequel aussi il faisait cette sorte de diptyque, c'est-à-dire partie autobiographique et l'autre partie qui était une réflexion intellectuelle dans le cadre de laquelle il faisait intervenir des auteurs comme Frantz Fanon, Jean-Paul Sartre, etc. Achille Mbembe, lui, ne s'appuie pas nécessairement sur Frantz Fanon ou Jean-Paul Sartre, mais sur des intellectuels et des chercheurs américains et français tels que Labert Tolra, pour n'en citer qu'un seul.
Donc, à la suite, après le jeune et l'or politique, nous avons connu Afrique indocile, qui est essentiellement peut-être le premier ouvrage d'Achille Mbembe, et peut-être même, je dirais, même si ça revient de temps en temps dans sa production, mais c'est peut-être aussi le seul ouvrage d'Achille Mbembe exclusivement consacré à la question religieuse. L'indocilité de l'Afrique dont parle Achille Mbembe dans cet ouvrage, c'est de l'usage de la religion par les Africains pour résister à cette pesanteur sociale et politique qui les enferme dans la pauvreté, la misère, ainsi de suite. Et donc, après Afrique indocile, peut-être l'ouvrage majeur à mes yeux d'Achille Mbembe, c'est La naissance du maquis dans le Sud Cameroun. Là, c'est un ouvrage d'historien d'une facture phénoménale qui, de mon point de vue, n'a pas encore été commis par un chercheur africain travaillant sur la question politique. Donc, Achille est resté un africaniste, on peut le dire aujourd'hui. Son souci de l'histoire comme discipline apte à éclairer les dynamiques contemporaines du continent ne s'est pas émoussé. Mais il faut aussi convenir que Mbembe, à la différence de beaucoup de ses collègues historiens de l'Afrique, s'est largement émancipé de l'histoire comme discipline et comme identité académique. À la suite de sa découverte des post-colonial studies et des cultural studies, Mbembe s'est en effet fait un théoricien critique qui emprunte et à la science politique, et à la philosophie, et aux études littéraires, et même jusqu'à la psychanalyse, pour tenter de produire une œuvre dense et éclectique qu'il est aujourd'hui difficile de ranger dans une catégorie disciplinaire spécifique. C'était facile de savoir à quelle discipline appartient un ouvrage comme La naissance du maquis au Cameroun, parce que toute personne ayant eu une moindre formation en histoire verrait très facilement que cet ouvrage est un ouvrage historique. En revanche, quand on jette un coup d'œil sur Critique de la raison nègre, on a du mal à classer cet ouvrage dans une discipline spécifique. Nous allons donc voir dans ce qui suit comment la conception de sa propre pensée par Mbembe est à l'image de sa définition de l'identité même du nègre. Donc le propos de mon intervention est déjà explicité dans cette dernière phrase. Ce que je compte faire durant les quelques minutes qui suivent, c'est de réfléchir sur cet ouvrage que nous avons sur la table et qui est intitulé Critique de la raison nègre par Achille Mbembe. Cet ouvrage, il est dense, il est érudit, il est parfois disparate parce qu'on ne peut pas le prendre par un seul bout simplement. L'auteur Achille Mbembe lui-même semble reconnaître cette caractéristique disparate de son ouvrage dès la première phrase quand il affirme, je cite, « L'on aurait voulu écrire ce livre à la manière d'un fleuve aux multiples affluents. » Un fleuve aux multiples affluents. Donc, ça veut dire que l'ouvrage, bien évidemment, touche à beaucoup de choses. Mais on y distingue cependant une trame. C'est la difficulté de dire ce qui constitue et comment définir le monde post-guerre froide, si je veux aller très très vite dans l'identification de cette trame. Mais il est aussi question de plusieurs thèmes et sujets à la fois dans cet ouvrage. On y discerne une critique de la relation de l'Europe avec les autres mondes, ce qu'Achille Mbembe appelle les autres mondes. On y décèle une critique du déclin de la puissance de l'Europe, de la construction de la figure du nègre par son asservissement, de l'émergence d'une voix nègre autocentrée qui s'est donnée comme mission de se dire elle-même, c'est-à-dire d'annoncer et d'imposer au reste du monde sa propre identité. En gros, on trouve dans cet ouvrage un effort qui est, Achille Mbembe, de dire ce qu'est le nègre du point de vue du nègre lui-même. Et c'est pour cette raison que Achille Mbembe va s'appuyer sur le mouvement de la négritude, notamment du côté francophone, mais il s'appuie aussi sur le mouvement noir à travers ce qu'on appelait la Niagara Movement, que Du Bois avait créé avec quelques autres amis, de la Harlem Renaissance, que Langston Hughes avait créé avec quelques autres amis, ainsi que, bien évidemment, du Black Power à travers notamment les travaux de Richard Wright. Il est aussi question dans cet ouvrage de l'évanescence même du sujet humain sous les coups de boutoir de l'avancée technologique et de l'obsession de la sécurité qui partout restreint la liberté individuelle.
Alors, comme vous le savez, lorsqu'on lit un ouvrage, on est toujours tenté de s'y projeter, c'est-à-dire d'y voir le reflet de soi-même. Autrement dit, il y a un proverbe de chez moi qui dit que lorsque la mémoire va chercher du bois, elle ramène le fagot qui l'intéresse. Et ce que j'ai fait en lisant l'ouvrage d'Achille Mbembe, c'est à peu près la même chose. Bien évidemment, il y a toutes les choses dont je parle l'ouvrage, mais j'ai essayé aussi d'aller y puiser ce qui constitue mon sujet, mon intérêt de recherche. Et donc c'est pour ça que je vais, pour le reste de cette présentation, m'appesantir sur la question de la race et donc de l'identité nègre, parce que ça, c'est mon intérêt de recherche personnel. Donc, ce que je vois de central dans cet ouvrage et qui, en quelque sorte, est relié à mon intérêt de recherche personnelle, c'est la question de l'asservissement et de la racialisation, de la sujétion même, au moment de la modernité. C'est-à-dire, lorsque l'époque de la modernité advient, pourquoi et comment est-on arrivé à un asservissement et à une racialisation de cet asservissement? Dans une langue éclatante, Mbembe revient dans cet ouvrage sur ce thème donc, qui a fait couler beaucoup d'encre chez les théoriciens noirs. Il s'agit notamment de la critique de la modernité comme moment de confinement, si ce n'est de projection du nègre dans le monde de l'obscurantisme. La modernité, selon la définition très simple et claire du sociologue Alain Touraine, consiste en ce moment fondateur du triomphe de la raison sur la tradition et l'arbitraire. C'est ce moment où apparaît donc dans les réflexions des penseurs noirs, dont Du Bois, Blyden, Aimé Césaire, Frantz Fanon et Paul Gilroy, pour ne citer que quelques exemples, le contraire de sa propre prétention, pour autant que la condition et la catégorie nègre soient prises en compte dans la lecture de l'humanité. En effet, ce que ces auteurs que je viens de mentionner, c'est-à-dire Aimé Césaire, Fanon et autres, essayent de dire, c'est que la modernité a renié ses propres fondements, plus particulièrement la raison, lorsque ceux qui en ont été les artisans ainsi que leurs propres disciples se sont évertués à justifier et à légitimer l'asservissement du nègre. Un asservissement justifié sur la seule base d'une caractéristique purement accidentelle, à savoir la couleur de la peau. Reprenant cette critique de la modernité, Mbembe la développe cependant pour aller plus loin. Il le fait notamment par un effort de conceptualisation et d'historicisation. Conceptuellement, Mbembe forge la notion de structure nègre du monde. Ça, c'est le concept central dans l'ouvrage de Mbembe, me semble-t-il. La structure nègre du monde, pour Mbembe, c'est un mode d'organisation sociopolitique fondé sur le principe d'inégalité et d'exclusion dont la race constitue la matrice essentielle. Donc, on exclut sur une base simple et unique, c'est la race, la couleur de la peau. Elle se déploie, selon Mbembe, à partir de l'année 1630, précisément aux États-Unis, et se matérialise par le fait que l'asservissement devienne une condition exclusivement réservée aux hommes nègres qui seuls peuvent dorénavant être exclus de la catégorie d'humain. Le nègre, dit Mbembe, devient un meuble et comme on le sait, un meuble ne peut pas posséder, un meuble ne peut pas être propriétaire. C'est ce qui explique l'exclusion économique des Noirs du système aux États-Unis. La structure nègre du monde me semble en effet un excellent concept pour penser ce moment particulier où la modernité renie la raison. Il me semble que ce nouveau concept éclaire d'un jour nouveau notre connaissance de l'histoire de la sujétion des Noirs. L'exclusion de l'humanité du nègre réduit un meuble est bien connu. Nul n'ignore la bulle du pape Nicolas V en 1454, ainsi que le Code noir de Colbert, promulgué en 1685, qui vont gouverner le commerce et le traitement des esclaves noirs. Le pape, autorité suprême et très influente dans cette Europe, avait produit à travers cette bulle à la fois un acte de légitimation et de consécration de
l'assujettissement des Noirs. Le Code noir, connu par ailleurs pour être le document le plus élaboré concernant le trafic ainsi que le traitement des esclaves, offrait cette même légitimité que celle que l'on retrouve dans la bulle du pape Nicolas V. Mais pendant que ces actes à visée législative étaient commis, l'esclavage, frappant certes majoritairement des hommes et des noirs, pouvait aussi toucher quelques individus blancs. Peu de gens s'en souviennent, mais il y avait bien évidemment une toute minorité de blancs, notamment au Brésil, qui pouvaient être faits esclaves à l'époque. C'est seulement ce qui intervient en 1630, comme le dit Mbembe, c'est que maintenant cet esclavage va être l'exclusivité des Noirs. Il ne serait plus toléré que des Blancs soient faits esclaves juste parce qu'ils sont pauvres. Les États-Unis vont essayer de revenir sur cette question au moment de la guerre de sécession. Dans le Sud notamment, on voit apparaître une division parmi les esclavagistes. D'un côté, ceux qui disent que les Yankees, donc les Américains du Nord qui viennent pour libérer les Noirs, n'ont aucune affaire avec le reste de l'Amérique et qu'on doit laisser aux sudistes le soin de légiférer sur l'esclavage et que les Noirs donc doivent, même à la suite de cette guerre, continuer à vivre sous la condition d'esclaves. Et d'un autre côté, vous avez aussi des esclavagistes blancs dans le Sud qui disent oui contre l'intervention des Yankees, mais il faudrait aussi que nous révisions la législation sur l'esclavage en permettant que des blancs pauvres puissent être faits aussi esclaves. Mais bien évidemment, à cause de la défaite des sudistes, eh bien, cette possibilité ne s'est jamais concrétisée, parce que finalement, l'esclavage va être aboli aux États-Unis sur l'ensemble du territoire. Du concept de structure nègre du monde, Mbembe chemine vers une lecture de l'organisation sociopolitique moderne, contemporaine donc. La structure nègre du monde en place au XVIIe siècle lui semble se maintenir jusqu'en ce XXIe siècle sous le coup de boutoir du néolibéralisme. Il y aurait encore, semble argumenter Mbembe, une préservation du principe d'inégalité qui exclut une part entière de l'humanité de droit et qui les réduirait en une sorte d'excédent presque superflu. Et ce qui caractérise ce XXIe siècle, c'est le fait que la structure nègre du monde procède d'une logique différente, selon lui. En clair, il ne s'agit pas de l'asservissement d'une race, mais de la racialisation de l'asservissement, dit-il. Donc ce n'est plus qu'on va clairement identifier une race et la servir. Ce qu'on va faire, c'est que l'asservissement va devenir synonyme de race. Autrement dit, si vous voyez un blanc pauvre, eh bien ce blanc-là va perdre son statut de blanc pour être assimilé à un noir. Donc, dans ce XXIe siècle, selon Mbembe, il s'agit plutôt de catégoriser comme nègres tous ceux qui sont exclus des droits réservés aux humains, quelle que soit leur ethnicité, quelle que soit leur race, quelle que soit leur nationalité. On assiste donc ainsi à une négrification de la pauvreté et de l'exclusion. On peut ainsi être blanc de peau, comme je l'ai déjà dit, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, et nègre, juste en raison de sa condition socio-économique. Donc, dans cette optique de Mbembe, la négritude n'est plus une question de race, elle devient une question de condition. Suggestion et exclusion finissent par définir cette condition de nègre. On peut apprécier la fraîcheur et même l'audace de cette analyse, mais on ne peut manquer de ressentir un certain malaise intellectuel à sa lecture. Là, je deviens critique. Relevons d'abord que les prémices de cette analyse sont perceptibles dans des travaux antérieurs qui ont marqué les race studies tant en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. La verve est constructionniste, qui est aisément perceptible dans ces thèses, et par conséquent, l'effort de déessentialisation du concept de race sont des choses qui sont aujourd'hui très connues, bien avant l'apparition du livre de Mbembe. Au XXIe siècle, semble indiquer Mbembe, l'essentialisation du nègre comme figure humaine n'est plus en vigueur. En d'autres termes, ce n'est plus la couleur de la peau, ni la filiation génétique qui fait d'un individu un nègre.
on devient nègre par sa condition. Ce qu'on décèle dans cette analyse, c'est la dilution de la race dans la classe. Et cette question, cette posture, elle était déjà largement partagée au sein des cercles marxistes, notamment anglophones, et même par des penseurs noirs d'obédience marxiste. Quelqu'un comme C.L.R. James est un exemple paradigmatique. James était un marxiste noir, né dans les Caraïbes anglaises et qui s'était exilé en Angleterre et puis aussi par la suite aux États-Unis. Et il pensait qu'il devait porter la révolution partout où il y avait nécessité de le faire. Et James avait laissé entendre au cours de sa trajectoire intellectuelle que, en fait, on fait fausse route en voulant séparer la question de la race avec la question de la classe. Mais James va revenir à la fin de sa vie sur cette idée parce qu'il va s'apercevoir effectivement que la race est une catégorie sociologique et sociale autonome. On peut, bien évidemment, il y a une démarche sociologique aujourd'hui qu'on emploie et qu'on désigne par le terme d'intersectionnalité qui consiste à se dire qu'il faut tenir compte et de la race et de la classe pour bien embrasser la question. Et James, dans un sens, a été un des pionniers de cette démarche méthodologique d'intersectionnalisme. Le problème qui se pose donc avec cette thèse d'Mbembe est de savoir comment rendre compte des phénomènes actuels et aussi préoccupants que l'expression d'un racisme et d'un sentiment d'exclusion très fort au sein de la classe ouvrière européenne en particulier. En d'autres termes, si race et classe sont la même chose, comment se fait-il que dans un pays comme la France aujourd'hui, comme on l'a vu lors des élections municipales et des élections européennes, eh bien, la classe ouvrière française a voté massivement pour Marine Le Pen. Si race et classe étaient la même chose, pourquoi les ouvriers ne s'allieraient pas avec les Noirs? Les Noirs qui, bien évidemment, qui ne font pas partie de la classe ouvrière. Et donc ça, c'est, me semble-t-il, une des insuffisances de l'analyse de Mbembe. Je voudrais pour finir poser la question de savoir pourquoi la question de l'équation de la négritude a une condition qui n'est plus définie par la race mais par la position dans un système de pouvoir économique et politique a été avancée par Achille Mbembe. Je veux lancer une tentative de réponse à cette question. Il me semble en effet que cette équation est au service d'une sorte de projet de société. Ce projet est au centre de l'épilogue même de l'ouvrage. Il est rendu par le sous-titre « Il n'y a qu'un seul monde ». En effet, si vous parcourez l'ouvrage d'Achille Mbembe, l'épilogue, le dernier chapitre de l'ouvrage, s'intitule « Il n'y a qu'un seul monde ». Et ce que ce sous-titre cache, c'est une volonté de négation, sinon une volonté de relativiser la race. Mbembe dit à juste titre ceci, je le cite, que le monde est un tout composé de 1000 parts. Pour lui, ce qui compte le plus, c'est l'émergence d'une communauté universelle. Cependant, pour que cette communauté universelle puisse advenir, il faudrait que les humains prêtent davantage attention à ce qui les réunit, les rapproche, plutôt qu'à ce qui les divise, les différencie. Mais je tiens à souligner qu'en fait, cette idée de fondation d'une communauté universelle, elle est déjà transparente dans l'ouvrage publié en 2000 par le Britannique Paul Gilroy. Gilroy a écrit en effet un livre intitulé Against Race, contre la race. Et dans ce livre, Gilroy appelle carrément au reniement et ou bien au renoncement à la race en vue d'assurer l'avènement de ce qu'il appelle un humanisme planétaire, c'est-à-dire donc une communauté humaine fondée sur des valeurs de justice et d'équité, dans laquelle il ne sera plus attribué de signification aux différences somatiques, la couleur de la peau, de la même manière qu'on n'en attribue pas à la couleur des yeux. Donc être noir ou blanc dans ce monde d'humanisme planétaire serait aussi insignifiant que d'avoir les yeux bleus ou les yeux marrons dans le monde de l'autre. Voilà donc, en gros, ce que je voulais partager avec vous sur cet ouvrage. Et ça...